Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on réunit en ce jour de rentrée scolaire des personnages qui ont fait l'école buissonnière. Avouez, on est un peu provocateur. Hein. Après Martin Luther et l'écrivain provençal Frédéric Mistral, et nous sommes évidemment avec Jean-Luc Lemoyne en présence de David Castel-Lopez et de Gavin Clemente Ruiz. Eh bien, Jean-Luc, c'est à vous de faire le portrait maintenant d'un aventurier, écrivain lui aussi, et qui a fait l'école buissonnière mieux que personne. Oui, Stéphane, c'est un grand jour aujourd'hui, car ça y est, c'est enfin la rentrée scolaire. Et vous savez ce que ça veut dire? Que les parents sont libres, de 8h30 à 16h30, voire dès 6h le matin, si comme moi, vous êtes un père indigne qui dépose les enfants devant la grille de l'école fermée, juste pour avoir un peu de calme à la maison pour préparer mes portraits d'Historiquement Vôtre. Vous faites ça, vous? Oui, exactement. Vous la sentez, la culpabilité, là, Stéphane? Non, j'en étais sûr. Votre cœur est sec comme une pomme cuite. Mais bon, revenons à l'école obligatoire et plus particulièrement à son corollaire, l'école buissonnière. Et oui, car qui dit obligation dit forcément contournement, évitement des règles. On a tous un jour séché les cours. Gavin, David. Je crois que j'étais assez sérieux, hein. Mais peut-être une ou deux fois. Moi, ça m'est arrivé. Oui. Non, c'est peu, Stéphane, je sais que non. Mais il faut dire que dans votre pensionnat, avec cette soutane blanche que vous deviez porter à H24, c'était difficile, puisque vous preniez les pieds dedans comme la petite fille du générique de La Petite Maison dans la Prairie. Et cette soutane a été visible par le père supérieur du haut de sa tourelle Mirador à plus d'1 kilomètre. En tout cas, en ce qui vous concerne, votre assiduité scolaire a payé. Regardez, moi j'ai beaucoup séché l'école, je le dis. Vous jamais. Mais aujourd'hui, de nous deux, qui fait la couverture de Paris Match, hein? Qui menace les gens dans les téléfilms avec une arme qui rappelle la froideur de Schwarzenegger dans Terminator? I'll be back. Qui, après le départ de Mathieu Noël, a transformé Historiquement Vôtre en Historiquement Moi? C'est vous, Stéphane. J'y sais pour rien. Hein. Ouais, bien sûr. Passons. C'est ça. En vérité, faire l'école buissonnière peut grandement nous enrichir. C'est ce que nous a montré en 2017 notre personnage du jour, le réalisateur Nicolas Vanier, dans son film habilement nommé L'école buissonnière. Alors, le pitch, vous l'avez, je vous le rappelle? Oui, allez. Paul, petit orphelin parigot, débarque en 1930 en Sologne. Grâce à un braconnier nommé Totoche, il va y faire son apprentissage de la vie et de la forêt. Alors, petit aparté, et j'ai dit ça surtout pour David, parce que je sens qu'il a quelques obsessions. Rien à voir avec le film Partie de chasse en Sologne, avec Brigitte Lahaie, dans lequel elle fait aussi un apprentissage, mais de ses parties intimes. Oui. Rien à voir. Le braconnage peut avoir des points communs. C'est ça, exactement. Retour au film L'école buissonnière. Le message de Nicolas Vanier est que hors de l'école, on apprend plein de trucs sur la life. Des valeurs un peu perdues comme le partage, la tolérance, le respect de la nature et du vivant, même si elles sont transmises par un braconnier qui a un nom à la con. Totoche quand même. Ouais. Moi, on me dit, tu vas aller avec Totoche au fond des bois. Je réfléchis à 2 fois. Je ne vais pas au fond des bois. On est d'accord. L'école buissonnière, un film magnifique, mais aussi une vision romantique du passé, il faut le dire. Aujourd'hui, tu fais l'école buissonnière, ça ne te mène pas en Sologne. Ça t'emmène à Dubaï. Pour faire du placement de produits avec plein de gens qui ont fait l'école buissonnière comme toi et qui te proposent moins 30% sur l'opération pour avoir des pommettes pouvant servir de repose-verre avec le code TOTOCHE30. Oui, même lui s'y est mis. Vous faites ce genre de placement? Non, jamais. C'est dommage. Justement, c'est un monde imaginaire pour moi, mais ça me fait rêver. C'est les nouvelles princesses, vous savez. Je sais. Vous avez rien fait depuis Magimix, d'ailleurs. Alors là, Sologne, ce sont les racines de Nicolas Vanier. Enfant, il en parcourt les landes et les forêts avec son grand-père qui était garde-chasse. Et ça restera sa terre d'attache à jamais, celle qu'il ne pourra jamais quitter malgré pas mal d'infidélité. Car son truc à lui, c'est le froid. Il est attiré par le Nord, Nicolas. Pas Dunkerque ou Gravelines, non, le Grand Nord. Je valide pas cette illustration, parce que là, c'est un manque de respect total. Non, enlevez-moi ça. Non, je parle de l'Alaska, la Sibérie, le Groenland. Ainsi, à l'été 1979, à 17 ans, Nicolas Vanier prend son destin en main et décide, contre toute attente, d'installer la clim chez lui. Non, bien sûr, je plaisante. Hein, c'était déjà un écologiste convaincu. Muni d'un sac à dos, il part en Laponie suédoise, qu'il traverse à pied pendant 2 mois à la rencontre des éleveurs de rennes. Avec 2 N, Stéphane. Oui, calmez-vous. Oui. Il y en a qu'une en Suède. C'est ça. C'est Sylvia. Et puis, ça n'existe pas, les élevages de rennes et de rois. Hein. Ou sinon, c'est comme les pandas, ça se reproduit très très peu. À 21 ans, il convainc 2 coureurs des bois canadiens de l'emmener avec eux et leurs 20 chiens de traîneau dans la traversée de la péninsule du Nouveau-Québec-Labrador, soit 1700 km. Nicolas Vanier découvre alors le métier de musher.
Alors pour info, le moucheur, c'est pas celui qui mouche le nez de ses coéquipiers lorsqu'ils sont enrhumés. Non, le moucheur ou moucheur, c'est le meneur de chien, celui qui conduit le traîneau à neige. Et ça, Nicolas, il adore. Sauf bien sûr quand les chiens font leurs besoins au courant. Là, il se dit, mince, pourquoi j'ai mis mon anorak blanc? Mais ça fait partie de l'apprentissage, de ce rêve de liberté qu'il réalise enfin. Il vit ses premiers blizzards, marche avec des raquettes et fait copain-copain avec des Inuits, dont il admire la sagesse et la philosophie de vie, car comme on le sait tous, les Inuits portent conseil. Merci, c'est tout pour moi. Tout de suite, le point route. Non, j'en ai plein d'autres si vous voulez. Autour de la table, vous savez ce que c'est un igloo? Non. C'est une boîte d'Inuit. Oui. Mais encore je suis pas fier de tout ce papier, que ce soit bien clair. Alors je vous vois, Stéphane, vous faites les gros yeux car vous avez peur que les Inuits se sentent stigmatisés par ces blagues. Mais non, stop. Là je dis stop. Franchement, c'est pénible, ce politiquement correct. On peut plus plaisanter sur aucune minorité alors, hein. Et pourtant, j'ai des jouets sécures. Sérieux, les Inuits, ils sont quoi? 150 000 dans le monde, dont 210 en France, dont 139 ont la radio, dont 12 écoutent Europe 1 peut-être, dont 3 écoutent l'après-midi. Et encore, c'est parce qu'ils aiment Christophe Ondelat, qu'ils trouvent très divertissant avec ses faits divers. Alors bon, hein, je pouvais pas faire plus sécure. Après sa première expédition dans le Grand Nord, Nicolas Vanier repart plus loin, plus longtemps. En 86-87, pendant 1 an et demi, il parcourt 7000 km du Wyoming au détroit de Bering en Alaska, à cheval, en radeau, en canoë et bien sûr en traîneau à chien. Rien que ça. Quand je pense que moi, pour louer une voiture au Portugal, j'ai galéré cet été. Mais bon, revenons à Vanier. De retour d'Alaska, il enchaîne les expéditions, mais c'est en 94-95 qu'il fait son voyage le plus fou. 2000 km de Prince George à Dawson, ville mythique de la ruée vers l'or. Bah, c'est pas tant la distance qui impressionne, il a fait mieux avant. Mais là, c'est surtout qu'il emmène avec lui sa femme, Diane, et surtout Montaigne, sa fille d'1 an et demi. Quel courage, vous trouvez pas? Comment ça s'appelle Montaigne Montaigne. Montaigne. Et il a un fils aussi qui s'appelle Lou. D'accord, c'est pas des noms, faudrait lui dire, hein, quand même. C'est des choses. Moi, quelqu'un qui connaît des Inuits et des chiens sauvages, je respecte tout. Hein. Mais c'est un courage d'emmener sa famille. Moi, quand mes gosses avaient 1 an et demi, rien que pour prendre le TGV, pendant 3 ans, j'étais en stress total. J'ai déposé dans les ranges bagages et je fais semblant de pas les connaître. Alors, 2000 bornes en traîneau à travers les Rocheuses et le Yukon, parfois par moins 50 degrés, je vous dis pas. D'ailleurs, le premier mot prononcé par la petite Montaigne n'était ni maman ni papa, c'était glagla. Bref, vous l'avez compris, Nicolas Vanier n'a peur de rien. C'est un aventurier, un vrai. En 98-99, il tente un pari fou, l'Odyssée blanche, en hommage à Pablo Escobar et la télé des années 80. Traverser le Canada de l'Alaska jusqu'à Québec. 8600 km en moins de 100 jours, soit presque 100 km par jour. Par jour, c'est mieux parce que par jour, ça ne veut rien dire, Stéphane. Vous pouvez me reprendre. J'avais compris, hein. Oui, on avait tous compris. J'avais peur d'en perdre certains en route, donc je préfère dire que c'était des jours et pas des ours. Et en 2013-2014, c'est l'Odyssée sauvage. 6000 km dans les territoires les plus sauvages du Grand Nord. Son dernier grand voyage. Et oui, parce qu'il a alors plus de 50 ans et que bon, il est très fort, mais c'est pas non plus Tom Cruise. Hein. Puis dans l'intervalle, il est devenu réalisateur de fiction. Le Dernier Trappeur en 2004. Lou en 2009. Belle et Sébastien en 2013. L'école buissonnière en 2017. Que des cartons au box-office. Et un bonheur pour les joueurs de Time's Up. Tu dois faire deviner Nicolas Vanier dans une soirée, tu dis trappeur, loup, clébard ou gosse, t'es sûr de gagner. Et en même temps, c'est pour ses convictions et cette honnêteté qu'on aime Nicolas Vanier. Alors merci pour ses valeurs. Et moi je vous dis à lundi. Demain je vais faire émission buissonnière. Merci Jean-Luc. Je crois que contractuellement, vous devez quand même venir demain. Hein. Sinon, je vous dénonce à la Dirlo. Eh ben écoutez, je serai là demain. Vous voyez que j'ai beaucoup de volonté. Oui. Europe 1, historiquement vôtre. Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui ont fait l'école buissonnière pour retrouver 2 chroniqueurs qui ont aussi beaucoup appris en dehors des bancs de l'école. Gavin, Clément et Ruiz, on part à l'école avec vous, mais les écoles qui n'abritaient hélas plus le savoir, mais la torture. Exactement, des écoles devenues des lieux de torture en Argentine et au Cambodge, et on va aller voir que ce sont devenus des lieux de mémoire. Oui, ça c'est une autre forme de tourisme aussi. Exactement. Mais tout de suite, avec David Castel-Lopez, on remonte aux origines, et vous l'avez apporté avec vous, c'est votre ours en peluche. Exactement, les origines de l'ours en plus, des origines très précises, on connaît très bien.